Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del Festival de las Ideas. En primer lugar, quiero agradecer al Círculo de Bellas Artes por habilitar este espacio de diálogo y en particular a Javier Moscoso y a Marcela Vélez por invitarme a participar. También quiero agradecer al Instituto Francés, colaborador inestimable de esta actividad. Y por último, me gustaría agradecer, por supuesto, a la profesora Giselle Chapigot, que muy amablemente ha aceptado la invitación a intervenir en esta conversación, como habréis visto, titulada De la cancelación a la libertad de expresión, sociología de la literatura. Para mí es un gran honor compartir este espacio con usted, profesora Chapigot. Bienvenida a Madrid, bienvenida al Círculo de Bellas Artes, bienvenue. Sí. Bueno, para quienes no conozcan a Giselle Chapigot, ella es profesora de Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y directora de investigación en el CNRS, también en Francia. Entre muchos otros temas, ha trabajado especialmente la sociología de la literatura y de la traducción y la relación de las y los intelectuales con la política. Entre sus publicaciones, entre sus múltiples publicaciones, a mí me gustaría destacar 5 de ellas. Para empezar, un texto muy breve que se titula justamente Sociología de la literatura, publicado en Fondo de Cultura Económica. Otro texto, que hasta donde yo sé no está traducido al castellano, que es este texto, Los escritores y la política en Francia, del asunto Dreyfus a la guerra de Argelia, un texto que merecería la pena que fuera traducido al castellano. En tercer lugar, la coordinación del monumental, pero utilísimo Diccionario Internacional Bourdieu, que ella coordinó. En cuarto lugar, el reciente libro ¿Qué es un autor mundial?, que hasta donde sea aparecerá pronto publicado en castellano. Y en quinto lugar, el libro que tengo aquí, que ha sido traducido en clave intelectual por Violeta Garrido y que se titula Se puede separar la obra del autor, censura, cancelación y derecho al error. Este es el libro que va a vehicular la conversación que vamos a tener aquí esta tarde. Es un libro que se tradujo en 2021 a partir de la edición francesa de 2020 y que ha tenido una nueva reedición que muy amablemente la profesora Chapigot me ha hecho llegar en 2024, una reedición aumentada con unos anexos bien interesantes. Bueno, esta conversación abordará varios temas como la relación entre el autor o la autora y la obra, la cultura de la cancelación, la cuestión de la libertad de expresión y nuevas formas de censura. Y bueno, si le parece bien, profesora Chapigot, pasamos entonces al primero de los temas. Bueno, si miramos la historia de la filosofía, de la literatura o del arte, podemos afirmar sin imprecisión que se trata de la historia de muchas personas horribles que hicieron cosas maravillosas. Cuando indagamos en las vidas de estos autores, en sus relaciones con otras personas, en sus posicionamientos ante los problemas y las injusticias de su tiempo, una parte muy importante de ellos no supera, no satisface unos criterios mínimos de dignidad humana. No desde el punto de vista contemporáneo, sino también en muchas ocasiones desde el punto de vista de su propio tiempo. Y sin embargo, algunas de estas obras contienen un valor enorme. Tienen un valor universal, seguimos reconociéndonos en estas obras, seguimos viendo nuestros problemas en esos textos, ¿no? Entonces, ante esta situación, una primera solución sería separar por completo el autor y la obra, ¿no? Por un lado iría la moral del autor, por otro lado iría la moral de la obra. Por un lado irían las ideas, los posicionamientos, los argumentos del autor, y por otro lado las ideas, los posicionamientos, los argumentos de la obra, que no coinciden, en muchas ocasiones no lo hacen, ¿no? Y además, justamente, al insertarse la obra en un campo relativamente autónomo, como es el campo de la filosofía, el campo de la literatura, del arte, del cine, del teatro, bueno, esa obra se independiza del autor y en muchas ocasiones se vuelve contra el propio autor. No es casualidad que en muchas no resida en la intención del autor, sino que justamente resida en los efectos, en el campo en el que se inserta la obra y en su recepción. Esa es una estrategia, separar por completo autor y obra. La otra sería justamente lo contrario, ¿no? Ver la obra como una especie de apéndice, de ampliación o de espejo del autor. Porque en el fondo el cuerpo y la mente de la persona que escribe una obra sigue siendo el mismo cuerpo, la misma mente de esa persona cuando no escribe
obras, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo y la mente de quien escribió El espíritu de la revolución fascista, Benito Mussolini, es el mismo de quien fascistizó la sociedad italiana durante 20 años y es el mismo cuerpo que terminó en abril del 45 en las imágenes que todo el mundo conocemos, ¿no? E incluso en casos un poco más complicados, de Pascual, por otro lado, defensor de la dictadura franquista, ¿no? Bueno, sigue siendo la misma persona, ¿no? Y según este segundo posicionamiento, hay vinculación entre obra y autor, lo cual explica que hay realidades probables y realidades muy improbables, ¿no? Una realidad muy improbable, ¿no? Sería, por ejemplo, que el propietario de una famosa red social, ¿no? Escribiera un tratado contra la misoginia o contra el racismo. Eso sería altísimamente improbable, ¿no? Porque, bueno, presuponemos que hay una cierta conexión entre autor y obra, ¿no? Estas conexiones indudables entre la obra y el autor, ¿no? Nos indican, según este segundo posicionamiento, que el autor debe tener cierta responsabilidad sobre lo que escribe, dado que a veces produce violencia simbólica. La escritura tiene efectos en el campo literario, pero no solo en el campo literario, también en el ámbito moral y político, y la libertad de creación no puede utilizarse, según esta segunda interpretación, como pretexto, como excusa, para difundir mensajes contrarios a la dignidad humana y con efectos perniciosos sobre la vida de muchas personas. De tal modo que tenemos dos posicionamientos extremos, ¿no? Una separación por completo entre obra y autor, un segundo posicionamiento donde están completamente imbricados obra y autor, ¿no? Son dos posicionamientos casi que constituyen tipos ideales, por decirlo con Max Weber, ¿no? Pero usted, profesora Shapiro, defiende en su libro que se puede separar la obra del autor y que a la vez no se puede separar la obra del autor. Entonces, la primera pregunta sería ¿en qué sentido se puede separar la obra del autor y en qué sentido no se puede separar la obra del autor? Alors tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravie d'être de retour à Madrid pour l'occasion de ce beau festival et merci beaucoup de l'introduction. Je voulais dire quand même par rapport à votre introduction qu'ils ne sont pas si nombreux les cas des affreux. C'est une bonne nouvelle, d'une part. Et d'autre part, on est en train aussi de redécouvrir beaucoup d'auteurs, notamment de femmes, qui ont été inconnus. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais je voulais dire aussi qu'on a des attentes très fortes à l'égard de ces auteurs que nous avons constitués en héros culturels. Et donc, on attend d'eux d'être des sortes de saints, parce qu'il y a eu une forme de sanctification, de sacralisation de l'œuvre d'art qui s'est transférée aux auteurs, avec aussi la figure de l'écrivain maudit ou de l'artiste maudit, donc qui peut être aussi un monstre. Voilà. Donc, on a tout ce paradoxe à discuter. Mais alors, de fait, en pratique, en fait, on sépare toujours l'œuvre de l'auteur, parce que le plus souvent, on ne sait pas, on ne connaît pas la biographie de l'auteur. Et bon, sauf à l'occasion, bien sûr, des polémiques. Je voulais prendre un exemple assez récent en français qui est peut-être pas connu ici en Espagne. C'est un poète, Jean-Michel Maulepoix, qui a remporté le prix Goncourt de la poésie. Il y a en 2022. 2 ans plus tard, il a été condamné pour violence conjugale. Mais comme cette violence relevait du domaine privé, on ignorait qu'il avait été violent à l'égard de sa femme. Alors, le jury Goncourt a discuté de est-ce qu'il fallait lui retirer le prix. C'est une question compliquée. Et en même temps, alors, quand il a été au tribunal, Maulepoix, il a essayé de se prévaloir de son statut de créateur, de poète, en disant qu'il se nourrissait de ces violences, de ce quotidien. Et le juge lui a répondu « Monsieur, ici, vous n'êtes rien. Vous êtes quelqu'un qui a agressé sa femme. Point. » Voilà. Et donc ça, je trouve que ça incarne très bien cette question de la dissociation. Il y a des espaces où on dissocie de fait. Cependant,
même quand on veut séparer l'œuvre de l'auteur, comme le préconisent les tenants de la position esthète que vous avez rappelée, qui disent qu'il faut séparer l'œuvre de l'auteur, en fait, l'auteur se rappelle souvent à nous lui-même, ou elle-même, c'est plutôt lui-même, et c'est plutôt plus des hommes que des femmes. On pourra y revenir. Alors, dans le cas de Maulepoix, c'est lui qui a dit « ces violences, je m'en nourris pour mon œuvre ». Donc c'est lui qui dit qu'il y a un lien entre l'œuvre et la violence qu'il exerce sur sa femme. Et du coup, il a un livre sur le bleu. Tout d'un coup, on fait un lien entre le bleu sur lequel il écrit de la poésie, et les coups, les bleus sur le corps de sa femme. Donc du coup, l'œuvre ne peut pas être séparée de l'auteur. C'est ce que dit Virginie Despentes quand elle dit « le violeur ne laisse pas son corps hors du bureau quand il va écrire ». Donc, et on peut penser aussi au cas de Polanski. Polanski, a priori, il n'y a pas de lien évident entre son œuvre cinématographique et le viol qu'il a commis. Mais quand il a sorti son film J'accuse, qui est un film qui porte sur l'affaire Dreyfus, donc la condamnation d'un innocent parce qu'il était juif, condamné pour trahison à la fin du XIXe siècle, dans une interview, son intervieweur lui demande est-ce que ça a une dimension autobiographique pour vous ? Et il laisse entendre, il dit oui, j'ai vécu des choses comme ça dans ma vie. Et tout d'un coup, on se dit mais c'est quoi le parallèle entre quelqu'un qui a commis un viol de mineur, qui a été jugé, prouvé, attesté, lui-même l'a reconnu, et la condamnation d'un innocent? Quel est le parallèle? C'est choquant. Mais voilà, il y a cette question de l'auteur qui se rappelle à nous. Maintenant, du point de vue sociologique aussi, moi en tant que sociologue, je ne peux pas vraiment séparer l'œuvre de l'auteur, parce que l'œuvre, elle est produite pas seulement par un individu, par tout un collectif, mais quand même, l'auteur est l'acteur principal de la création de l'œuvre. Et donc, il se nourrit, comme dit Maulepoix, des matériaux de sa vie, même quand il fictionnalise, en fait, même quand il déplace. Beaucoup d'auteurs essayent de se détacher, en fait, de leur vie personnelle pour construire, et puis aussi ils se réfèrent aux œuvres du passé, à une tradition. Ils arrivent dans un espace où ils ne sont pas seuls, bien sûr, hein. Ils se nourrissent de beaucoup de choses, et ils ne sont pas seuls aussi dans la production de l'œuvre. Mais malgré tout, du point de vue de moi, ce que je vois comme les dispositions éthiques et politiques de l'auteur, je pense qu'on en trouve la marque dans les œuvres. Muy bien. Entonces, en esa disposición ética y política que se encuentra en la obra, ¿no? Y que usted, produce estos conceptos, ¿no? Para pensar justamente la relación entre la obra y el autor. Bueno, ha sido pensada esa relación también desde otros puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría de la literatura y sus diferentes corrientes, también desde la filosofía moral y sus diferentes corrientes y líneas de trabajo, también desde la filosofía del derecho, por supuesto. Pero mi pregunta sería, ¿qué herramientas aporta la sociología de la literatura? ¿No? ¿Qué conceptos? ¿Cuál es la productividad de esa disciplina que es la sociología de la literatura para pensar mucho mejor, para pensar con mayor precisión, para justamente ver esos vínculos entre autor entre autor y obra? Alors, du point de vue sociologique, en fait, on a tendance justement à remettre en cause l'idée du créateur incréé, comme dit Bourdieu, c'est-à-dire qu'il serait un individu singulier qui est inspiré et que les idées lui viennent du ciel. On essaye de réintégrer
l'auteur et l'œuvre dans le monde social et dans des collectifs, dans des réseaux. Donc déjà la production de l'œuvre, l'auteur il arrive ou elle arrive dans un espace qui a une histoire. Aujourd'hui, par exemple, si on veut devenir poète, on va pas choisir d'écrire en rime parce qu'on va immédiatement s'exclure en fait de ce que Pierre Bourdieu appelle un champ, c'est-à-dire un espace des possibles. Donc, à moins d'expliquer pourquoi on écrit en rime. Et donc, chaque choix, est-ce qu'on fait de la peinture abstraite ou de la peinture figurative, c'est un choix qui est déjà dans un espace qui a une histoire. Donc ça, c'est le premier point. Il faut reconstituer cet espace des possibles. Ensuite, l'auteur ne crée pas tout seul. Souvent, il a un ou une agente littéraire, un ou une éditrice, et donc ils ou elles sont accompagnés dans le processus de création. Et donc tous ces intermédiaires, ils ont aussi une responsabilité. Maintenant, il y a aussi les traducteurs, traductrices, comme les interprètes qui actuellement sont en train de faire le travail d'interprétation pour nous. Et on les en remercie parce que c'est un travail très difficile. Donc maintenant, il y a toute une tendance en sociologie et de manière générale et en histoire aussi d'essayer de comprendre tous ces collectifs plus ou moins invisibles qui participent de la création de l'œuvre. Et puis qui participent aussi de la signification de l'œuvre, parce que si je choisis une couverture de livre comme celle-là, par exemple, c'est pas un choix anodin. Ça va donner une orientation dans la lecture de l'œuvre. La quatrième de couverture, elle va aussi donner une orientation. Et en fait, du point de vue aussi de la réception, il y a tout un travail de production de la signification de l'œuvre par la critique littéraire, la critique artistique ou le débat. Il y a aussi les festivals, comme on est là aujourd'hui. On est en train de débattre de livres, d'idées, donc ça participe à accompagner la réception des œuvres. Il y a des festivals de littérature maintenant, il y a des festivals de cinéma depuis longtemps, les prix littéraires aussi qui vont distinguer. J'ai cité l'exemple du prix Goncourt de la poésie. Voilà, donc tout ça, ça participe en fait de la fabrication et du sens qui est donné à l'œuvre. Alors, je disais qu'un auteur entre dans un espace constitué, mais c'est pas pour dire que l'auteur n'a pas de responsabilité. Alors il y a une histoire que j'aime beaucoup quand Aragon, le poète et l'écrivain Aragon, en 1932 écrit un poème qui s'appelle Front Rouge. Et c'est un poème dans lequel il y a des appels au meurtre, mais c'est de la poésie, mais il appelle, tiré sur, il donne des noms des membres du gouvernement du Front populaire. Il est poursuivi en justice, et là, André Breton dit vous ne pouvez pas le condamner parce que la poésie vient de l'inconscient, et donc on n'est pas responsable de ce qu'on écrit quand on est poète. Bon, voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, le paradigme extrême de l'irresponsabilité. Il existe dans la création artistique, c'est le paradigme de la folie, Nerval, mais en fait, du point de vue des tribunaux, sauf si on peut faire la preuve que vous avez un problème psychiatrique, vous êtes condamnable. C'est pas un argument valable. Et de toute façon, je pense que effectivement, comme dit Sartre, écrire ça engage. Et donc, même si l'œuvre est le produit d'un collectif qu'il faut reconstituer, il faut comprendre qu'est-ce qui a permis que, par exemple, un Gabriel Matzneff, je ne sais pas si vous avez entendu ce nom, il est devenu célèbre à cause du livre de Vanessa Springora, qui était une de ses victimes, qui utilisait son statut d'écrivain pour séduire des toutes jeunes adolescentes de 12, 13, 14 ans, et qui, en fait, ce qu'il faisait, c'était un crime du point de vue de la société française. C'est condamné. On n'a pas le droit d'avoir des relations avec des mineurs de cette façon. Mais il y avait une sorte de tolérance
autour de lui, beaucoup de gens savaient, et c'était considéré comme, bon, voilà, c'est un grand écrivain, et donc, c'est pas un grand écrivain, mais enfin, c'était considéré comme, c'est un écrivain, et ça fait partie de son statut d'écrivain, et en plus, il défendait ce qu'il appelait la philopédie, c'est-à-dire la pédocriminalité, voilà. Et donc, pour comprendre cette tolérance, il faut aussi comprendre le statut de l'auteur dans la société. Voilà, donc je pense que tous ces éléments, ça relève de la sociologie. Sí, yo, vamos, también estoy plenamente de acuerdo. Peut-être, excusez-moi, je veux peut-être, parce que dans le livre, j'essaie de reconstituer les types de rapports qu'il y a entre auteur et œuvre, et peut-être qu'il faut que je le dise par rapport à cette question. C'est pas seulement sociologique, parce que je me nourris aussi pour le coup de la philosophie de Foucault, de la fonction auteur chez Foucault, mais j'ai essayé de définir 3 types de rapports entre auteur et œuvre. Un rapport métonymique, c'est-à-dire Flaubert, c'est le nom de l'auteur de Madame Bovary, de l'auteur de l'éducation sentimentale, et c'est interposable. Donc l'auteur, c'est le nom d'auteur, c'est le nom qui englobe toutes les œuvres qui lui sont attribuées. Et puis il y a le rapport que j'appelle métaphorique, qui est le fait qu'on pense qu'il y a un rapport entre la personne de l'auteur et l'œuvre. Et ça renvoie au romantisme, et ça peut relever du style, hein. On dit le style c'est l'homme, ou le style c'est la personne. Ça peut être la dimension autobiographique des écrits, mais il y a cette idée qu'il y a un rapport personnel entre l'œuvre. Alors ce rapport, il y a toujours un jeu, hein. Le plus fort c'est en littérature, où on peut utiliser le jeu, moi, de manière fictionnelle, c'est-à-dire que c'est un roman à la première personne, mais qui n'est pas qui n'exprime pas le point de vue de l'auteur. Donc on a toute une gamme de possibilités. Ça va de par exemple l'autobiographie, comme André Gide dans Si le grain ne meurt, ou Édouard Louis qui parle de sa vie, jusqu'à la fiction, ou jusqu'à des formes de romans autobiographiques, donc où la biographie et l'autobiographie est camouflée, mais il y a plein de possibilités intermédiaires. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension de la causalité, intentionnalité. Du point de vue des tribunaux, l'auteur, c'est la cause de l'œuvre. C'est-à-dire que il est à l'origine, il est responsable, et on lui suppose une intention, une intentionnalité. Et donc cette intention, c'est ce qui va être à l'origine de la responsabilisation de l'auteur, parce qu'il y a la question des effets objectifs nocifs d'une œuvre, et puis de l'intention de nuire. C'est un débat au procès de Flaubert, par exemple. Est-ce qu'il a eu l'intention de magnifier l'adultère, hein? Alors que bon, le roman est très ambigu là-dessus, mais son défenseur va dire mais non, pas du tout. Il montre l'effet des mauvaises lectures sur une jeune fille d'origine modeste, à qui ces romans ont donné des espérances d'ambition sociale, des ambitions sociales au-dessus de s'élever au-dessus de sa condition. Et donc il fait ce qu'on appelle un plaidoyer de connivence. Il va son avocat rejoint les normes du tribunal pour sauver son client. Mais quand on lit Madame Bovary, on voit que c'est beaucoup plus ambigu que ça. C'est pas une défense, une magnification de l'adultère, mais c'est pas non plus une condamnation complète de Madame Bovary. Mais ce que vous avez rappelé ça dans l'introduction, il peut y avoir un écart aussi entre l'intention et les effets. Et je cite un cas dans le livre, c'est celui de Brett Bailey, qui a en fait fait une exposition, un spectacle, une performance, je dirais, voilà, c'est plus juste, une performance qui s'appelle Exhibit B. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, où il a reconstitué les zoos humains des expositions coloniales. Il y a
aucune ambiguïté sur ses intentions. C'est clair que ce sont des intentions de dénonciation et c'est vrai que c'est extrêmement violent de voir des corps et en plus les performeurs qui ont accepté de jouer ces rôles avec des chaînes expliquent aussi à la fin de la performance pourquoi ils ont accepté. Donc il n'y avait aucune ambiguïté sur l'intention. D'ailleurs, vous regardez ces performeurs avec un regard de réprobation, de responsabilisation, de colère, hein, qui en faisait qu'on sortait de cette performance vraiment très bouleversée, beaucoup de gens pleuraient et tout ça. Mais les associations, notamment associations noires, ont protesté en disant deux choses. D'une part, qu'on leur volait leur histoire, et puis d'autre part, qu'on mettait des corps noirs dans des situations de passivité et de domination, et que c'était inacceptable. Beaucoup d'entre eux n'avaient même pas vu la performance. Voilà. Et donc là, ça a créé un débat. Mais tout ça, c'est pour dire que cette identification, ces trois types d'identification, elles sont jamais parfaites, elles ne sont jamais complètes. Hein. Même entre le rapport métonymique, on peut découvrir des œuvres inconnues d'un auteur. Là, on vient de découvrir 600 pages de manuscrits des milliers de pages de manuscrits de Céline, et de même le rapport entre la personnalité de l'auteur et l'œuvre est pas toujours évident. Voilà. Sí, justamente eso, estas herramientas, ¿no?, de la sociología permiten insertar el autor, ¿no?, en otro espacio que no es el clásico, ¿no?, muy vinculado al romanticismo, ¿no?, sino que, bueno, que es una máscara con una pluralidad que sobre todo se inserta, bueno, en un marco cultural, ¿no?, en un campo que está regido por una serie de normas, donde hay una serie de instituciones, ¿no?, que son lo que da sentido a esa obra, ¿no? Entonces, continuando con estas herramientas de la sociología, quería preguntarle por lo siguiente, ¿no? Y es que usted en el libro, esa primera parte más teórica, la segunda parte dedicada al análisis de autores escandalosos, ¿no?, tal y como aparece en la traducción al castellano, defiende que la violencia simbólica que poseen algunas obras puede ser congelada, puede ser anulada gracias a la descripción del contexto, gracias a la descripción de las condiciones sociales de producción de esa obra, ¿no? De obras que, siendo obras que transmiten una violencia simbólica, pues muy probablemente sean obras misóginas, sean obras clasistas, racistas u homófobas, ¿no? Pero yo quería preguntarle por una herramienta o por una estrategia que no creo que sea incompatible, sino que más bien es complementaria con esta, ¿no?, que procede de la sociología de la literatura y que consiste justamente en una política activa de echar al olvido esa obra o esas obras o de poner en un segundo lugar, ¿no? En el sentido de que, bueno, una parte muy importante de la historia de la filosofía, la literatura y del arte, bueno, pues han tenido obras que han sido consideradas como obras maestras, luego no tanto. La propia historia, ¿no?, la propia valoración de la genialidad, ¿no?, y del carácter brillante de una obra va cambiando con el tiempo. Y son todos los prescriptores culturales, los autores y autoras, quienes forman parte de cada uno de esos campos, los que van modificando el estatus que tiene esas obras. De tal modo que una política activa de poner en un segundo lugar obras que en otra época quizá nos parecían obras maestras y que hoy en día no tanto, ¿no?, quizás sea una estrategia no incompatible, sino más bien complementaria. Voy a poner un ejemplo que quizás es un ejemplo muy vasto, pero creo que permite entender bien esta idea, ¿no? Y me refiero al libro de libros, que es la Biblia, ¿no? La Biblia es un texto que en la Europa del XVI, el XVII, el XVIII, el XIX y la primera mitad del siglo XX estaba en prácticamente todas las casas de Europa. La influencia, el estatus simbólico que tenía ese texto era importantísimo.
Y evidentemente hoy en día una parte muy importante de la filosofía, de la literatura, del arte no se entiende, al menos en Europa, sin esas referencias al cristianismo y por lo tanto, a mi juicio, creo que es importante enseñarlo justamente desde la historia de las religiones, que enseñe un marco mucho más plural en la escuela pública, etc. Pero justamente ha habido una política activa por hacer disminuir el peso simbólico y también la violencia simbólica que la tiene ese libro de libros que es la Biblia, ¿no? Y hoy en día, pues una parte muy importante de la población no conoce ese texto, ¿no? Os pongo este ejemplo que yo creo que es muy evidente, ¿no? Que tiene que ver con todo el proceso de secularización, porque se ve que un texto que era el texto, que era el vehículo de legitimación simbólica en muchísimos campos, ha perdido valor. Y ese es el resultado de un esfuerzo deliberado, de un esfuerzo activo por llevar ese texto a un segundo plano. No a eliminarlo, desde luego, porque si no hay partes de la cultura europea que no se entienden en absoluto, ¿no? Pero sí por depotenciarlo políticamente, por hacer que ese texto, el potencial explosivo que tiene ese texto, lo pierda, ¿no? O quede minusvalorado, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntar por esta estrategia, que yo creo que es complementaria y no contradictoria con lo que propone en el libro, pero me gustaría conocer su opinión. Oui, alors c'est un exemple très intéressant. C'est un cas effectivement d'une relative décanonisation qui est très très relative en fait, parce ça reste le texte canonique de référence dans le champ religieux. Simplement, le champ religieux c'est privatisé et enfin sur champ religieux pour les religions judéo-chrétiennes. Donc le texte reste canonique dans son champ. Disons que si on prend les œuvres dont on parle, je parle par exemple du cas de Heidegger et des Cahiers noirs, c'est pas la même chose parce qu'on va pas remettre en cause le champ philosophique. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la philosophie qu'on ne peut pas comprendre si on ne connaît pas Heidegger, y compris de comprendre ceux qui se sont réclamés ou qui discutent Heidegger. Je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait relativiser la place de Heidegger dans le canon, parce que ça occupe une place très importante. Je connais quelqu'un qui est en train de travailler sur la question de même se poser la question est-ce que ce qu'il fait c'est vraiment de la philosophie. Donc ça j'ai hâte de lire ça m'intéresse beaucoup. C'est un vieux débat. En même temps, pour moi, il y a quand même, c'est ce que je dis dans le livre, je pense que effacer les œuvres qui ont compté dans l'histoire de l'art, de la littérature ou de la pensée, ça revient à effacer la violence symbolique qu'elles ont véhiculée. Et pour moi, ça risque de produire une amnésie collective, alors même que nous voyons déjà le backlash. Il faut pas l'oublier, on a en face de nous déjà le backlash. Et je voudrais aussi insister sur le fait, on dit souvent oui, il faut contextualiser pour comprendre pourquoi en fait ils étaient dans les normes de leur époque. Non, pas du tout. C'est pas pour ça qu'il faut contextualiser. Il faut contextualiser pas pour relativiser la violence symbolique, mais pour comprendre comment elle fonctionne et comment des œuvres qui sont devenues des repères de l'histoire de la pensée ou de l'humanité ont pu reproduire, véhiculer, légitimer cette violence symbolique à l'égard de groupes minorés, de groupes vulnérables, de groupes stigmatisés. Donc ça, pour moi, c'est très important de faire ce travail, de comprendre le fonctionnement de la violence symbolique. Et c'est pour ça que je pense que on se moque beaucoup des trigger warnings, j'ai même pas de mot en français pour ça, des explicitations. Non, moi je trouve que c'est important que les lecteurs, les lectrices ou les spectateurs, spectatrices accèdent aux œuvres en connaissance de cause, en sachant l'exposition Gauguin, la rétrospective, qui à Londres, au National Museum, avait fait une introduction pour dire bon voilà, Gauguin avait des relations avec des très jeunes filles dans un contexte où il avait une position d'homme blanc dominant dans une situation coloniale, et donc il faut aussi voir l'œuvre dans ce contexte. Maintenant
Et je pense aussi sur le plan pédagogique, c'est important d'apprendre aux étudiants à argumenter sur la violence symbolique, à comprendre comment elle fonctionne. Ils le font souvent mieux que nous, hein, je dois dire. Ils sont très forts. Et elle aussi, et surtout elle. Voilà. Mais et en même temps aussi, moi je suis tout à fait d'accord, et je vais y revenir pour réviser le canon. Il faut réviser le canon, c'est une évidence, c'est pas la question. La question aujourd'hui, elle est plutôt est-ce qu'il nous faut un canon, ce qui est une question plus compliquée. Mais la question aussi, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, du voyage au bout de la nuit de Céline, ou de Mort à crédit de Céline, qui sont antérieurs au pamphlet antisémite. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas déjà antisémite, mais qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres? Est-ce qu'on ne les enseigne plus du tout? C'est un vrai dilemme. Hein. Je me pose aussi la question. Est-ce qu'on dit que Céline c'est l'écrivain le plus génial et que effectivement le génie ça va aussi avec ça produit des monstres. Moi je pense pas. Je pense qu'il faut rappeler, en tout cas, on peut enseigner Voyage au bout de la nuit, pas forcément en faisant de Céline le génie du siècle, mais en contextualisant et en rappelant qui est Céline et ce qu'il a fait, quoi. Voilà. Alors sur la question du canon, moi je pense tout à fait qu'il faut réviser le canon, ce que avaient commencé à faire les féministes américaines déjà dans les années 70, ailleurs aussi, mais elles étaient moins entendues que là-bas, ou les Afro-Américains aux États-Unis, et ça n'est arrivé que très tardivement en Europe, mais c'est absolument indispensable. On est en train de découvrir toutes ces œuvres de femmes, surtout des œuvres artistiques, parce que elles existaient. La littérature, elle existait, elles étaient un peu mises à l'écart des circuits de consécration, mais elles publiaient, elles étaient présentes. Mais les œuvres d'art, on les voyait pas. On les connaissait pas. C'est fou. Elles étaient là et on n'avait pas. Parfois, elles étaient même dans les soutes des musées et on les voyait pas. Et le gros travail à faire maintenant, c'est pour la philosophie, les sciences humaines et sociales. C'est encore plus difficile que pour les autres domaines. Eso es, justamente me refería a que las grandes obras que igual son problemáticas desde un punto de vista, bueno, con el punto de vista que estamos hablando, ¿no? Con esa contextualización, con esos disclaimers, con esos avisos, evidentemente se reduce esa violencia simbólica, se señala, se pone a distancia los prejuicios o las ideas problemáticas que están ahí contenidas, desde luego que se ponen a distancia, ¿no? Y eso es, creo que muy positivo. Pero un segundo paso justamente sería, como bien señalaba ahora al terminar, ¿no? Bueno, recuperar obras, es decir, esas obras que se han considerado como maestras, ¿no? Bueno, pues debilitarlas, pasarlas a un segundo lugar en el canon, ¿no? Y elevar en el canon a otras obras que quizás sí que lo merezcan más, ¿no? Y que por lo tanto implica un cambio en las jerarquías del canon de todas las disciplinas. Lo cual me lleva justamente otra vez a esta cuestión del canon y, bueno, pues a Bourdieu, ¿no? que es un autor fundamental para pensar todas estas cuestiones. Y si utilizamos su concepto de censura, entendido como la elección de aquello que se mantiene y la elección de aquello que se elimina o que se deja en un segundo lugar, ¿no? Bueno, la censura, desde el punto de vista de Bourdieu, es consustancial, es una característica propia de todos y cada uno de los campos, ¿no? De tal modo que si pensamos, yendo a la cuestión de la cultura de la cancelación, ¿no? De la así llamada cultura de la cancelación, si justamente a partir de estas luchas que usted mencionaba se está modificando el canon, se está congelando, se está identificando la violencia simbólica de algunas obras, se está recuperando las obras que existían ahí pero que no conocíamos, ¿no? Si eso forma parte de la lucha del canon, de las luchas contemporáneas por el canon, y si están apareciendo voces nuevas que históricamente no aparecían y que por lo tanto era muy difícil que aparecieran en el canon, ¿no? La expresión cultura de la cancelación añade algo a este debate
sobre la transformación necesaria del canon o es otra cosa? O sea, ¿este término añade, permite explicar algo o más bien confunde? Alors, oui, je vous rejoins, et je pense que c'est une façon intéressante de voir les choses. Il y a deux choses. Il y a la question d'écarter du canon la question posée des œuvres qui véhiculeraient des représentations racistes, sexistes. Donc ça, c'est une question. Une autre question, c'est réviser le canon. Et effectivement, on peut voir que je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de femmes qui écrivaient, mais pas beaucoup qui étaient consacrées, qui étaient reconnues. Dans le livre que vous avez cité, mon dernier livre, Qu'est-ce qu'un auteur mondial, je travaille sur ce processus d'exclusion, parce qu'il suffit pas de dire bon ben voilà, maintenant enfin on reconnaît les femmes, c'est un processus normal, elles ont enfin accédé à l'éducation et donc maintenant elles produisent. Non, elles produisaient tout le temps et elles étaient écartées. Et la question c'est, il faut étudier comment elles étaient écartées de ces circuits. Donc je suis allée voir par exemple dans les archives du prix Nobel, c'est très intéressant. En 1962, il y a 3 noms de femmes qui sont proposés, parce que c'est des recommandations qui viennent de partout dans le monde. 3 contre 66 hommes. C'est pas qu'il n'y avait pas des femmes à proposer, c'est que même ceux qui recommandent, qui étaient pour la plupart des hommes, ne recommandaient pas des femmes. Et après, j'ai regardé les jugements, les évaluations, et on voit par exemple sur Marguerite Yourcenar, ah, mais les mémoires d'Adrien, oui, c'est un beau livre, mais quand même, c'est un pastiche. Pastiche de quoi, je ne sais pas, mais voilà, donc et écarté. Et c'est vrai aussi pour les cultures, j'ai parlé des minorités ethniques, mais c'est vrai aussi, et racialisées, mais c'est vrai aussi pour les cultures non occidentales, parce que là aussi, il faut reconnaître les œuvres de ces cultures qui ont été minorées, écartées, et donc, par exemple, comment est-ce possible que le premier auteur de langue arabe et le seul à ce jour consacré par le prix Nobel, Naguib Mahfouz, en 87, comment est-ce possible, il y a une littérature si riche en arabe, comment est-ce possible qu'il y ait un seul? La première écrivaine coréenne, la première œuvre de littérature coréenne reconnue, c'était cette année, c'était l'année dernière, c'était Hong Kong. Jusque-là, il n'y avait pas eu de prix pour la littérature coréenne. Donc moi, je pense qu'il faut travailler sur ces biais cognitifs qui faisaient qu'on mettait à l'écart des œuvres, pas à cause de la valeur des œuvres, mais à cause des propriétés sociales de leurs auteurs, d'être une femme, d'être une minorité, d'être donc c'est des préjugés qui faisaient qu'on disait ces gens-là ne peuvent pas produire des œuvres de qualité du niveau de celles des hommes blancs occidentaux. D'ailleurs, il y a même des critiques qui le disaient. Je me rappelle avoir vu dans une exposition sur une artiste américaine, un critique qui disait ça. Elle n'est pas capable de produire une œuvre, alors que c'est une grande artiste. Alors, sur la question... oui, alors sur la question du canon aussi, il faut se rappeler que le canon, il a toujours été contesté. Et les avant-gardes étaient les premières à contester les canons. Ils allaient chercher dans la culture populaire, ils allaient chercher des figures oubliées comme Lautréamont pour les surréalistes ou par exemple, là j'en parle dans le livre, mais c'est André Breton qui introduit Octavio Paz dans le monde littéraire français, qui veut le faire traduire, qui reconnaît immédiatement un immense poète. C'est avant le boom latino-américain et on veut pas le publier parce que ça n'intéresse pas. Voilà, donc alors sur la question de est-ce qu'on a besoin de ce terme de cancel culture, moi je ne l'utilise pas, je l'utilise pour le déconstruire parce que d'abord c'est un terme qui provient du camp conservateur qui a été popularisé par Trump lui-même et qui regroupe en fait des choses très différentes. Il regroupe le boycott. Le boycott, c'est pas de la censure, c'est un droit. J'ai le droit de lire ce que je veux.
Quand on ne lisait aucune œuvre de femme, quand on n'allait voir aucune œuvre de femme, parce que c'était des femmes, personne ne parlait de censure. Maintenant, quand certaines femmes disent bon, moi je veux maintenant me concentrer et lire que des œuvres de femmes, on dit ah là là, c'est un scandale. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Et donc c'est pour ça que le cancel, mais ça va plus loin de ça. Alors donc on a le boycott, on a les demandes de censurer des spectacles ou des films, mais ça, bon, je dis, c'est vrai que les féministes parfois font des, quand Polanski a sorti J'accuse, elles ont fait des actions pour demander que ça soit retiré, ça n'a pas été retiré, mais en fait, les féministes, elles utilisent en fait des personnalités célèbres comme Polanski pour promouvoir la cause des femmes, parce que sinon, tous les meurtres et les viols quotidiens de femmes, on n'en parle pas. Donc elles utilisent, et donc bon, ce que je dis dans le livre, c'est de bonne guerre, je trouve. Mais voilà. Et puis il y a la destruction de statues. Alors la destruction de statues, par exemple, quand on a fait tomber les statues de Lénine et de Staline, personne n'a rien dit. Ça, là, c'était pas un problème. Voilà. Donc pourquoi tout d'un coup ça serait un problème si on détruit. Bon, évidemment, quand c'est le gouvernement qui le fait, ou quand les gens le font avec le soutien du gouvernement, là c'est pas un problème. Donc moi je pense que en fait vous avez aussi raison, parce que l'annulation, elle n'est pas du côté, elle n'est pas majoritairement du côté de ceux à qui on reproche de faire de la cancel culture. En fait, elle est beaucoup plus du côté des conservateurs. Si vous allez voir, c'est très intéressant, la liste que l'association des bibliothécaires américains publient tous les ans. Ils font une recension de toutes les demandes de censure dans les bibliothèques publiques, dans les écoles et tout ça. Et on voit que dans cette liste, la très grande majorité des demandes de censure, elles viennent des conservateurs contre les idées, les œuvres de gauche, contre des œuvres où il y a de la sexualité, contre évidemment tout ce qui est remet en cause les identités genrées, tout ce qui est LGBT, etc. Et donc l'identité transgenre. Et donc vous voyez très bien qu'en fait, les demandes d'annulation du côté de la gauche, elles sont très, très peu nombreuses par comparaison. Donc, et puis on voit très bien, là, le backlash, il est énorme aux États-Unis. Sí, yo totalmente de acuerdo con esta exposición, ¿no? Claramente, cultura de la cancelación, al igual que otros términos parecidos, ¿no? Como social justice warrior o como la dictadura de lo políticamente correcto o lo woke, ¿no? Bueno, tienen claramente un origen, se puede ver de forma muy clara, por ejemplo, en Google, cuando uno busca en Ngram, cuando busca la utilización de las palabras en los libros de Google y lo que se encuentra en Google, ¿no? Surge de forma muy clara a partir de la primera presidencia de Donald Trump, ¿no? Y forma parte de esa estrategia, bueno, que tiene un origen muy claro, no solo geográfico, Estados Unidos, ¿no? Sino también ideológico, y que, bueno, es justamente ese backlash, diría, para las demandas legítimas de modificación del canon que se están haciendo desde voces que no solían ser escuchadas. Tenemos ya muy poco tiempo para terminar, así que cierro con una pregunta sobre la cuestión de la censura, de la libertad de expresión, y que, bueno, tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes de la importancia de los intermediarios culturales a la hora de pensar la relación entre el autor y la obra, y qué es un autor desde una perspectiva sociológica, ¿no? Porque el autor no es simplemente la persona, sino justamente, bueno, todas las fuerzas sociales que se encuentran ahí y la estructuración del campo cultural en el que el autor o la autora interviene, ¿no? Entonces mi pregunta, un poco más amplia y más general, tiene que ver con, o se refiere a cómo la relación entre el autor o la autora y su público se ha modificado últimamente, afectando los debates sobre el canon que estábamos mencionando hasta ahora, ¿no? A partir justamente de Internet y de las redes sociales, ¿no? Cómo la posibilidad de que haya personas
anónimas o cualquiera que esté y que tenga una cuenta de usuario pueda emitir su opinión y que llegue a los autores o las autoras que hace algunos años no recibían esos comentarios y que porque había una serie de prescriptores culturales que en gran parte controlaban esa difusión de la información, ¿no? Bueno, con esa democratización, pues evidentemente han aparecido pues desde críticas legítimas y llamadas justificadas al boicot, pero también han aparecido difamaciones gratuitas, violencia verbal, y bueno, hay un totum revolutum, ¿no? Hay una mezcla enorme, en fin, que va en diferentes sentidos, ¿no? Desde demandas legítimas hasta también, pues en fin, el delirio que estamos viendo en muchas otras ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta tiene que ver con cómo todos estos debates sobre la libertad de expresión, formas de censura, la modificación del canon y la aparición de conceptos, como mencionábamos antes, de la cultura de la cancelación, en gran parte dependen de Internet y de las redes sociales y cómo eso ha cambiado por completo el terreno de juego del campo de la cultura y de la construcción del canon. Je pense que vous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire que d'une part, Internet c'est un outil extraordinaire de démocratisation et ça permet à tout un chacun de s'exprimer et pas seulement dans le domaine esthétique, aussi dans le domaine politique. On a vu les révolutions arabes, par exemple, ça s'est beaucoup passé par les réseaux sociaux. Et en même temps, cette démocratisation ne doit pas masquer les inégalités d'accès à Internet qu'on oublie trop souvent, hein. Tout le monde n'a pas accès de la même façon à Internet, au réseau Wi-Fi, etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette culture des réseaux sociaux donne l'avantage aux jeunes, et donc ça renverse un peu les rapports de force sociaux habituels. Alors évidemment, ça dérange beaucoup de gens qu'il y ait cette liberté d'expression, notamment les critiques par exemple, parce que ça remet en cause leur autorité. En même temps, c'est très intéressant parce que la critique, il y a des critiques très élaborées, très argumentées, et puis de plus en plus, on a des critiques où c'est des likes ou des voilà. Mais c'est pas seulement chez les amateurs, hein. C'est aussi dans la critique professionnelle, dans la presse, qu'on voit parfois que le travail de la critique est quand même réduit à dire c'est formidable, ou à parler d'un livre sans contextualiser sur l'œuvre de l'auteur, ou raconter l'histoire. Enfin, moi, je lis pas une critique pour qu'on me raconte l'histoire. Bon, voilà. Donc, on peut faire aussi la critique de la critique professionnelle. Et par ailleurs, dans la critique amateur, on voit que parfois il y a des avis très argumentés. Si vous allez sur Goodreads, c'est très intéressant. Parfois c'est très élaboré. Moi j'étais intéressée de voir les commentaires que je pouvais trouver sur mes livres sur Goodreads. J'étais étonnée de la qualité de ces discussions. Et après, vous avez aussi dit, et c'est juste, que c'est aussi un outil de violence verbale très forte. Il faut rappeler que la presse était comme ça au 19e siècle, avant qu'elle soit régulée par des lois qui limitent en fait cette violence verbale. Le problème, c'est qu'on a du mal à réguler Internet. On n'a pas les moyens en fait juridiques de réguler. Puis il y a toujours un problème en démocratie, c'est on veut préserver la liberté d'expression. Si on est trop restrictif sur la régulation, ça risque d'être une atteinte à la liberté d'expression. Il y a eu un cas en France il y a 2 ans où il y a eu un projet de loi qui a été retoqué, qui a été refusé justement parce qu'il était trop... la régulation d'Internet, c'était trop restrictif par rapport à la liberté d'expression. Donc voilà, donc c'est un vrai dilemme, un vrai problème. Je sais pas si on a, parce qu'on voulait, peut-être aussi parler de le débat sur la liberté d'expression aujourd'hui. Peut-être. Adelante, si. Je pense que c'est un point important que j'aimerais évoquer parce qu'on est dans un contexte où on a une sorte de leitmotiv de la rhétorique réactionnaire qui est de dénoncer
les restrictions qu'il y a à la liberté d'expression comme une censure, c'est-à-dire les lois qui existent en Europe qui condamnent les propos racistes, les propos, maintenant on inclut là-dedans la discrimination des personnes en raison de leur origine ethnique, religieuse, de leur orientation sexuelle, c'est depuis les années 90. Donc du côté des réactionnaires, ils disent que c'est attentatoire à la liberté d'expression et qu'il faudrait faire lever cette interdiction. Donc vous avez Zemmour, Renaud Camus, tous ces auteurs-là qui remettent ça en cause, hein, parce qu'évidemment ils veulent pouvoir exprimer leurs propos racistes. Moi j'ai un argument là-dessus que j'ai développé dans mon livre Des mots qui tuent, parce que j'ai écrit un gros livre sur l'histoire de la liberté d'expression et des procès littéraires, mais c'était dans un entretien avec Charlie Hebdo où je suis arrivée à la conclusion que pour moi il y avait quand même une limite à la liberté d'expression et c'était bien ça, et que j'étais d'accord avec cette loi restrictive, mais pour une raison que je veux expliquer là, c'est que le racisme et toutes ces formes de stigmatisation, ça n'est pas des opinions, ce sont des stigmatisations de groupes vulnérables qui peuvent avoir des effets. C'est ce que John Austin, le philosophe, appelle des speech acts, des actes de parole qui ont un pouvoir performatif. Parce qu'en stigmatisant des populations, des groupes vulnérables, on légitime, je ne vais pas faire un lien de causalité, mais on légitime la violence même physique qui peut s'exercer contre ces groupes. Et donc, pour moi, ces propos-là n'ont pas lieu, ce ne sont pas des opinions, et donc la liberté d'expression, elle concerne les opinions, et donc je défends cette restriction à la liberté d'expression, et on appelle ça les discours de haine en droit aujourd'hui. Moi, je propose de les appeler discours de stigmatisation plutôt que discours de haine, parce que la haine, c'est le sentiment de la personne qui s'exprime. Elle peut être contagieuse et provoquer de la haine, mais la stigmatisation, c'est l'effet que ça a sur les personnes. Et donc c'est pour ça, et on m'a dit que à la 17e chambre en France, qui est la chambre où on débat des affaires de presse, c'était discuter cette proposition que j'ai faite. Un avocat m'a dit ça, donc je suis contente de savoir que ça peut avoir un écho parce que ça va être de plus en plus difficile en fait de maintenir. Il y a plein de pays illibéraux où ces lois ont sauté pour pouvoir permettre la parole raciste de s'exprimer librement. Sí, totalmente de acuerdo. Las palabras no son simplemente palabras, las palabras tienen efectos, ¿no? Y bueno, cerramos también con la esperanza de que las palabras que hemos intercambiado aquí también tengan algo de efecto en el público. Pues agradecemos a todas las personas que estáis aquí por la asistencia y desde luego agradecemos a Giselle Sapigó por haber venido a Madrid y mantener esta conversación. Muchas gracias. Merci beaucoup à vous.